Bonjour à tous, et on va commencer par la table ronde 20 ans de community management et après. Donc, on va accueillir les speakers. Alors, il tient un podcast qui s'appelle Leader Advocacy. Il est devenu la référence dans l'accompagnement des dirigeants de start-up que de grands groupes. Il a été 13 ans spécialiste des réseaux sociaux, notamment dans le groupe Ta Poste. J'ai l'honneur d'accueillir Patrice Hiller. Comment ça va, Patrice? Je vais... 1, 2, celui-là il est mieux. Bon. Bah écoute, ça va. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Effectivement, ça fait un peu préhistoire, un peu le dinosaure en introduction, mais écoute, les dinosaures ils vont se coucher tôt, donc voilà, ça va plutôt bien se passer. Hein, on va se coucher tôt. Ah bien. Il est le fondateur de Collective Story. Il est aussi président de Conceptory, une agence publicitaire sociale et activation, et DG de nombreuses boîtes, notamment 1788 ou D-Story ou Histoire 2 agences. Il est auteur d'un livre qui s'appelle Révolution Story, qui fera gagner, et aussi coach, notamment coach en communication à 360 degrés à One Day to Scale, notamment jury de nombreux prix awards et communication. J'ai l'honneur d'accueillir Michael Illouz, ou Michael Illouz. Oui. Ça marche. Ça marche. Oui. Voilà. Alors, Michael, un petit mot sur votre livre Révolution Story. Bonsoir. Vous m'entendez bien ou pas? Donc, j'ai écrit un livre sur les 20 ans. C'est bien, tu fais ma promo. J'ai écrit un livre sur les 20 ans des réseaux sociaux qui s'appelle Revolution Story. Et effectivement, moi, je suis un fils de pub. Attention, hein, ça se joue à une lettre. Ça pourrait être une insulte, mais c'est vrai que je suis un peu plus vieux que vous peut-être. Et quand je suis rentré, j'ai fait école de communication aussi avec du média et de la publicité. Quand je suis rentré dans ce domaine-là, il y avait des très grandes agences de communication classiques, des grands noms. Et c'est vrai que quand j'ai voulu à 30 ans ouvrir mon agence de pub, je dis souvent en rigolant, je croyais ouvrir une agence de pub classique. Et en fait, j'ai ouvert une agence de pub avec du social média dedans, puisque on fête les 15 ans de l'agence. Et c'est vrai qu'en France, même si on dit ça a 20 ans avec Zuckerberg en 2004 aux États-Unis, bon, ça a mis 2-3 ans à réellement arriver, à rentrer dans les mœurs. Donc, le game, il a réellement démarré, on va dire 5 ans après. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment c'était en fait la communication avant les réseaux sociaux. Donc, on revient à Mad Men, à des époques de publicité de saga à l'ancienne. Donc, je dédicace des cultures pub, des émissions qui étaient cultes, avec des magazines aussi qui étaient cultes, et comment tout ça est venu bousculer les codes et a tout changé. Ça a tout changé pour les entreprises et les agences de com sur la manière de communiquer, mais ça a aussi tout changé sur les individus en eux-mêmes. Et on va peut-être en parler sur chacun, notre rapport, nos réflexes au scrolling intensif et aux écrans. Et puis, ça a changé aussi la société civile. Et c'est pour ça que dans ce livre, et je termine, mais dans ce livre, à l'occasion des 20 ans, il y a 20 personnalités dedans, et il y a des grands noms de la publicité, mais il y a aussi des gens du social media, dont Myriam Roche, qu'on verra tout à l'heure, et il y a même un professeur en addictologie. Alors pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, on en parle de manière toujours très positive. Et moi, j'interviens de plus en plus en entreprise avec les plus et les moins, ce que j'appelle les mots MAUX, les mots des réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, derrière ça, alors c'est bien de dire tout le côté positif, et il y a beaucoup de choses très positives. Ça nous connecte, ça nous rapproche, ça nous informe. Mais il y a le travers, le retour du bâton. Et là-dessus, il y a beaucoup de problématiques qui s'y cachent. Et c'est ce qui m'a intéressé. Donc, c'est vrai que ce livre, c'est une épopée un peu pop culture avec 20 personnalités. Et j'essaie d'expliquer, je crois que tu vas en parler tout à l'heure, sur comment ça sera la communication social media demain. Mais je le fais avec des experts qui maîtrisent mieux que moi le sujet. Gilles Babinet, Manuel Vivier, on évoque ça. Mais bon, je pense que personne n'est devin. On va être humble quand même sur le futur. On essaiera d'évoquer quelques pistes
de ce qui se dessine. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. C'est tout. Merci pour cette promotion, Michael. Et enfin, elle sera en visio, donc c'est une podcasteuse, une créatrice de contenu, autrice du livre Les pouvoirs des communautés, consultante indépendante spécialisée sur les sujets d'influence et de community building, et donc Noémie Kampf. Est-ce que vous m'entendez, Noémie? Oui, je vous entends. Très bien, nous allons commencer du coup sur les 20 ans du CM. Donc, naturellement, ça a beaucoup bougé. On était auparavant, les community managers étaient modérés à travers des forums où la place des commentaires était très importante. Et finalement, au fur et à mesure, il y a eu une polyvalence. Ils sont notamment devenus créateurs de contenu ou vidéastes. Et la première question, c'est comment décrirez-vous l'évolution des métiers du social media depuis ses débuts, forum et blog, jusqu'à aujourd'hui, stratégie influence? Est-ce que, Patrice, tu veux commencer? Bah, écoute, oui. Alors, en fait, alors moi, j'ai vraiment commencé en 2010. Donc, vous voyez, c'est très loin pour tout le monde. Mais en gros, moi, je dirais il y a 3 époques, hein, comme tu disais. La première, effectivement, je dirais entre 2008 et 2012. Alors, ne me demandez pas pourquoi 2012, c'est à peu près dans ma tête des évolutions comme ça des réseaux sociaux. Mais c'était vraiment le début où on était, même moi, donc j'étais à La Poste, hein, comme tu l'as dit, Jonathan. J'étais dans une entreprise où, au siège du groupe La Poste, tout le monde se demandait ce que je faisais. Personne ne comprenait ce que je faisais pendant 2-3 ans. J'ai été pendant 3 ans, j'ai géré toute la relation client en ligne sur les réseaux sociaux du groupe La Poste. Donc, vous imaginez qu'il y avait beaucoup de demandes à Noël. J'étais tout seul à gérer, personne ne comprenait ce que je faisais, mais je m'apercevais qu'au fur et à mesure, en tout cas en externe, il y avait un vrai changement d'image de l'entreprise. Et puis, ça a duré donc 2010-2012. Et vous voyez, en 2012, ça a commencé à évoluer parce qu'on a travaillé, les grands groupes ont sorti des chartes des médias sociaux, comment les collaborateurs peuvent prendre la parole. Et donc, on a senti quand même à ce moment-là qu'on était perçu plus comme un intérêt dans la com et que ça commençait à évoluer dans la tête des personnes qui étaient dans la com. Et puis après, je dirais plutôt 2018, on arrive sur un secteur qui se professionnalise. On a vraiment des social media managers, on a des gens qui travaillent sur la partie vraiment communication avec les influenceurs. Donc, on voit bien qu'il y a une spécialisation qui commence à rentrer dans toutes les marques. Et puis après, on a un truc qui arrive qui s'appelle TikTok et qui vient un peu chambouler tout parce qu'on travaillait vraiment de manière très descendante sur des communautés. Et puis, on a TikTok qui vous arrive avec un algorithme particulier. On vous dit, en fait, finalement, même on n'est même pas obligé d'être abonné, on a quand même du flux. Et donc, ça vient vraiment moderniser aussi la manière dont on va travailler avec les personnes qui nous écoutent. Et puis, il y a aussi une évolution, alors qui a toujours existé, mais je trouve qu'il vraiment, depuis le 2019, change. C'est toute la partie, ce qu'on appelle le dark social. C'est aujourd'hui comment, en fait, vous, avec vos amis, avec les chaînes WhatsApp, par exemple, vous discutez, c'est en dehors des réseaux sociaux et finalement, les marques ne le voient pas, quoi. Et donc là, je dirais que c'est pour moi les 3 grandes étapes. Donc, jusqu'à 2012, 2018, on change. Et puis là, maintenant, en ce moment, on a vraiment une évolution. Michael, est-ce que tu vois le community management comme un métier qui a évolué dans sa maturité, aussi face à une multiplicité des formats? Complètement. Effectivement, tu as bien résumé les 3 grandes étapes. D'ailleurs, j'en parle dans le livre avec beaucoup de nostalgie et de rigolade. C'est vrai qu'au départ, ça a commencé, c'est tout nouveau, on ne connaît pas, c'est énormément de textes. Puis après, il y a des photos. Puis après, il y a des gifs. Puis après, il y a des vidéos. Elles sont longues. Puis après, il y a des vidéos, elles sont courtes. Puis après, on te dit, maintenant, on fait du court. Et puis après, ils regarderont les formats plus longs. Et ça se professionnalise, comme d'ailleurs l'influence, on en parlera, j'imagine, se réglemente et se professionnalise aussi. Et c'est vrai que le métier, au départ, community manager, on se remet en 2004. Personne n'est community manager. Là, il y a à l'école, il y a des noms. T'en parlais tout à l'heure, Jean-Yves, il y a des noms de plus en plus, des fonctions de plus en plus aiguisées aujourd'hui dans le social media analyst, dans le côté, enfin, tous ces métiers-là. Il y en a, ils font la partie créative, parce qu'il y a en fait, pour résumer, c'est le CAC, hein, c'est le community, des ads et de la création. C'est les 3 grands piliers qu'il y a dedans. Et effectivement, au départ, tout le monde s'improvise puisque c'est nouveau. Donc, on a des chefs de projet en agence qui en font un peu. On a des concepteurs rédacteurs dans des agences d'en pub qui en font. Il y a plein d'agences qui croient même pas, ils mettent des stagiaires en disant je sais pas, il y a ce truc-là. Essayer, mais eux, ils veulent continuer à faire des campagnes où il y a beaucoup de fric, la télé, la radio, la presse, l'affichage. Et finalement, on regarde ça comme un petit truc qui va disparaître en se disant c'est des forums, des blogs, t'en parlais tout à l'heure.
Et puis finalement, l'argent va arriver, ça va se professionnaliser, ça va grandir et on va voir le métier vraiment se structurer et évoluer. Et aujourd'hui, il y en a des études et il y a une complexité. Moi, si même je compare aujourd'hui par rapport à la pub d'avant qui était assez classique, finalement, on avait des grands médias, on achetait de manière, alors je dis pas que c'était dur, mais moi je venais ce milieu-là. Aujourd'hui, la complexité des équipes qui travaillent des stratégies social media influence, UGC ou PGC sur le côté paid là-dessus, c'est énormément professionnalisé. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais peut-être laisser la parole aussi à notre cher ami à distance pour qu'on entende sa belle voix. Oui. Noémie, votre avis sur l'évolution des métiers du community management? Merci. J'ai l'impression d'être un cosmonaute dans sa cabine. Alors, de mon côté, je me concentre assez particulièrement sur le métier du community builder, qui est une forme assez récente qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça dans la galaxie social media. Donc, j'ai moins la vision historique de l'évolution de tous les métiers dont vous avez de toute façon très bien parlé tous les deux, qui se sont diversifiés, qui se sont spécialisés en réponse à la complexification des outils et des canaux disponibles et des touchpoints dans les parcours informationnels et de consommation des consommateurs. Et je pense que le community builder, en tout cas tel que je le théorise, et on pourra y revenir si vous voulez, mais il est apparu en réponse à des enjeux liés à l'avènement et au développement des réseaux sociaux, notamment la saturation en contenu de ces réseaux sociaux, l'info-anxiété, donc le fait que les gens vont être dans une forme proactive d'évitement de l'information et du contenu potentiellement, et aussi une demande croissante de modèles économiques participatifs. Et le community builder va un peu au-delà du rôle du community manager dans le sens où il va gérer une stack d'outils qui est potentiellement plus large parce qu'il va au-delà du réseau social. Il va peut-être fédérer une commune sur des outils fermés comme WhatsApp communauté, Facebook group, Discord, Slack. Il va gérer des newsletters, des podcasts, etc. Donc, il devient assez multipotentiel dans la création de contenu. Et il va aussi mettre activement la communauté, au service de stratégies organisationnelles. Donc, au-delà de communiquer sur les réseaux sociaux autour des messages, de la vision, de la position et du positionnement de l'entreprise, le community builder va avoir pour rôle de prendre cette audience, cette communauté et de la mettre au service de logiques comme de la co-création, de l'innovation de produits, de la maximisation de la conversion de la communauté vers la clientèle, des choses comme ça. On est dans une ère en fait qui exige peut-être un peu plus d'implication stratégique de la part des community people, je pense, parce que, et je suis curieuse d'avoir vos avis, mais aujourd'hui, ce qui change pas mal la donne, je trouve, c'est que la communauté est reconnue comme étant un asset stratégique à part entière de l'entreprise, voire un asset stratégique prioritaire pour l'entreprise, autour de laquelle elle va construire son approche. On le voit sur des startups très agiles comme Gringot, qui lève 4 millions en 1 heure auprès de sa communauté de clients, des choses comme ça. Là où il y a peut-être une vingtaine d'années, c'était plus un nice to have et on était plus dans des logiques de communication descendante. Aujourd'hui, on est vraiment dans de la co-construction, de la participation et ce serait comme ça que je qualifierais l'évolution. Justement, Noémie, dans votre livre, vous expliquez que les marques doivent recréer de la confiance via des communautés plus authentiques. C'est nouveau. Quel premier pas concret un CM doit-il faire pour développer cette communauté? Yes, oui, c'est vrai que ces dernières années, on a quand même vu pas mal de débordements dans la communication. On a des community managers qui ont laissé quelques plumes dans des bad buzz ou des petits scandales qui sont passés à l'échelle parce que les réseaux sociaux ont ça de génial et de dangereux qu'ils ouvrent la porte à une audience extrêmement large et donc à un potentiel viral qui va dans un sens comme dans l'autre, donc dans le côté positif comme dans la crise potentielle pour l'entreprise. Et aujourd'hui, je pense que justement les réseaux sociaux et notamment ces dernières années avec les deepfakes et tout ce qui arrive avec la génération d'outils de Gen AI, on peut aujourd'hui raconter un peu n'importe quoi à n'importe qui sur les réseaux. On peut détourner l'attention, on peut distordre la réalité. Euh, et ça a suscité justement une sorte de fatigue déjà informationnelle auprès de la plupart des internautes, mais aussi une défiance de plus en plus forte vis-à-vis non seulement des institutions ou des créateurs, mais aussi des marques, dans un contexte où on ne sait plus trop
si c'est vraiment Tom Cruise ou Brad Pitt ou si c'est un petit prix. Il y a des gens qui quand même payaient très cher ce genre d'erreur. Mais bon, bref, pour revenir au propos, je pense que le lien a été rompu dans la confiance avec une grande partie des organisations et des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Et se mettre dans une démarche de la recréer, c'est extrêmement important de recréer ce lien. Et donc, pour commencer, le community builder, qu'est-ce qu'il doit faire? Se mettre dans une posture d'écoute de la communauté. Déjà accepter qu'il y a une réalité qui est que ce lien, en fait, aujourd'hui, il n'est pas intuitif, ou voire il a été brisé par l'entreprise, peut-être de manière involontaire. Et donc, en fait, se mettre à l'écoute de l'audience et lui donner le micro. Quels sont ses besoins? Quelles sont les éventuelles critiques et reproches qu'elle fait à la marque? Quelles sont les valeurs sur lesquelles elle souhaite, quelles sont les valeurs qu'elle souhaite que la marque reflète, fasse rayonner? Quels sont les engagements qu'elle attend de la part d'une entreprise ou d'une marque? Quelle est la vision partagée? En gros, quels sont en fait les terrains d'entente qu'on va pouvoir créer avec son audience, avec sa communauté? Quels sont les centres d'intérêt? Ça commence vraiment par ça et par en fait se mettre dans une posture d'humilité et potentiellement accepter, ce qui est pas simple pour des entreprises qui historiquement ont été dans des tours d'ivoire ou dans des stratégies créées un peu en vase clos, de vraiment se remettre au niveau de son audience et de sa clientèle et de sa communauté. Justement, on va parler de ces compétences. Pour toi, selon Patrice, quelles sont les compétences clés à travailler dans le social media en 2025? Ouais, il y en a une qui, pour moi, existe toujours, qui n'est pas une compétence, mais c'est ce que j'appelle la passion, en fait. Souvent, alors, on parle vite, je te dis, on se rencontre ce soir pour la première fois, mais on s'aperçoit que souvent, en fait, et c'est pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un community manager classique et quelqu'un qui va faire la différence. C'est quelqu'un de passionné, en fait, parce que ce monde-là, en fait, du social media, il bouge au quotidien. Et comme tu le disais, Jean-Yves, moi, j'ai fait de la veille pendant 12 ans où je partageais tous les matins, en fait, cette veille. Et en fait, on s'aperçoit que si derrière, on n'est pas passionné, on peut se former, mais 6 mois après, ce qu'on a appris peut-être ne va plus être fonctionnel, quoi. Donc, il y a un point pour moi qui est essentiel déjà, c'est être passionné avant même de connaître toutes les thématiques. Après, il y a forcément aujourd'hui, comme on le disait, une vraie difficulté et donc c'est de connaître des choses d'exhaustivité en fait de ce qui se passe. On a la pub, on a l'achat d'espace, on a les rencontres avec les communautés, l'influence marketing. Donc, il y a tellement de choses aujourd'hui, c'est peut-être d'essayer de trouver quand on fait parce qu'il y a beaucoup d'études dans la salle, essayer de trouver le secteur qui vous intéresse le plus pour que derrière vous puissiez creuser cette partie-là et devenir expert sur cette partie-là que de devenir trop généraliste parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens sont généralistes et finalement vous n'allez pas faire la différence. Mickaël, le community manager doit-il être plus créatif qu'avant? Clairement. Juste pour faire un petit clin d'œil à Noémie, à parler des communautés. Moi, dans le livre, j'évoque, quand j'étais jeune, on parlait des VIP, vous savez, c'est les Very Important People. Et aujourd'hui, je dis, les VIP, c'est les CIP, c'est la Community Important People. Et la communauté, c'est le nouveau média. Donc ça, c'était juste en clin d'œil à Noémie, parce que je suis assez d'accord avec elle. Aujourd'hui, oui, un community manager et d'ailleurs, toute la stratégie de social media, elle doit être créative. Et quand on vient nous voir, on se rend compte que bien sûr, tu peux faire des posts et avoir des calendriers, dire Halloween et Noël et voilà. Et en fait, dans ce flux continu de l'information, la vraie question, c'est comment t'émerges. Et pour émerger, il faut se démarquer. Donc, pour se démarquer, il faut être original, il faut être disruptif, il faut être créatif. Et donc, il faut quoi? On se rend compte que pour sortir du lot dans cette immensité de la verticalité, tu as intérêt à avoir le haut de l'iceberg. Il faut un concept, il faut avoir un porte-voix, il faut avoir quelque chose qui vraiment sort du lot. Donc, oui, aujourd'hui, un community manager, il doit être créatif. Alors, quand on dit créatif, c'est créatif dans les outils qu'il utilise, créatif dans la curiosité d'aller comprendre les trends, créatif en trouvant les bons partenaires parce qu'il va trouver un content creator et il va pouvoir imaginer avec lui un nouveau format hyper sympa qui répond à la problématique. Aussi créatif dans les solutions parce que objectif multiplié par 2 ou 3, les fameux KPI, mais budget divisé par 2 ou 3. Donc, comment tu fais avec 3, 4, 5 plateformes dans lesquelles il faut intervenir? Maintenant, il faut énormément de formats et il y a moins d'oseille, il y a moins d'argent, mais par contre, on dit les objectifs, c'est encore plus gros. Tu as intérêt à être très créatif et très malin, tactique. Donc oui,
oui, tu peux avoir cette créativité. Et j'imagine tout à l'heure, après, tu vas me parler d'où tu vas la chercher. Et c'est vrai que qui dit réseaux sociaux dit populaire, parce que c'est le poumon, quelque part, comme dit Mercedes Serra dans le livre, c'est un des poumons de la société. Elle est étudiée. Alors, elle est amplifiée, mais elle est quand même assez étudiée. Et effectivement, il faut avoir une vraie passion, une vraie créativité pour, pour se démarquer dans cette société nouvelle online. C'est vrai, et toi, tu le sais même, tu sais très bien, il peut être parfois être difficile d'être créatif dans un brief qu'on va donner aux clients. Comment tu fais, Patrice, toi qui accompagnes notamment les comités de direction, à faire le lien entre la stratégie business et l'animation des communautés? Alors souvent, effectivement, et je crois que c'est le plus encore le cas, parce qu'on voit bien qu'il y a une crise en ce moment qui arrive dans toutes les entreprises, et on va rentrer d'abord par la partie business. Et pour moi, c'est une vraie erreur de positionner directement les réseaux sociaux sur la partie business, parce qu'effectivement, derrière, on sait on va avoir des déceptions. Soit si on veut absolument des choses très rapidement, on sait qu'on les aura pas, soit on va faire on va avoir des erreurs, et donc à ce moment-là, ça va vous retourner contre vous. Donc je dirais que moi, je suis plutôt dans une démarche globale de se dire, pourquoi vous voulez prendre la parole? Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Comment est organisée cette prise de parole et comment on va l'organiser? Et effectivement, moi j'accompagne en fait des comités de direction, donc vous voyez c'est encore plus difficile que quand vous êtes avec les personnes, vraiment les collaborateurs. Ce comité de direction, il vous dit j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de me mettre en valeur. Et donc derrière, il faut en fait accompagner la stratégie globale de l'entreprise en disant ben voilà, quels sont les thèmes, ce sur quoi vous devez être, comment vous devez prendre la parole, comment vous devez incarner. Et ça, on n'a pas encore dit le mot en tout cas, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, la différence pour moi des prises de parole d'entreprise, c'est l'incarnation de leur comité de direction, l'incarnation de leurs collaborateurs qui va vraiment aussi faire la différence. On parlait un des moyens un peu moins chers. Ben, effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai moyen, hein, c'est de travailler avec les populations intégrées à l'entreprise. Les plateformes à recommandation algorithmique comme TikTok ou Instagram ont fait passer le CM et aussi les utilisateurs vers une consommation passive vers une consommation active du contenu à une consommation passive. Noémie, toi qui tiens un podcast notamment, mais aussi un blog, comment tu vois cette évolution? Au contraire, justement, c'est marrant que tu poses cette question parce que je vois des choses participatives et vous avez tous les deux évoqué d'ailleurs l'incarnation qui s'horizontalise, que ce soit par le biais des collaborateurs d'une entreprise qui vont proactivement parler de leur entreprise, par le biais des consommateurs et des clients ou des ambassadeurs qui vont générer de l'UGC, donc User Generated Content, qui sont devenus un peu le Graal de l'entreprise. Tout ça, c'est du contenu qui à mon sens, est assez proactif parce qu'il vient de l'envie de valoriser une marque ou d'ouvrir un dialogue autour d'un produit, etc. Et de manière plus générale, sur les tendances du contenu. Alors, bien sûr, on vit tous cette espèce de doomless scrolling, je ne sais plus quelle est l'expression exacte, mais on va passer des heures à scroller et à se retrouver sur des contenus assez similaires. D'ailleurs, petite anecdote un peu, je ne sais pas si c'est inquiétant ou drôle, mais pendant le Covid, je me souviens que le premier confinement, j'étais un peu stressée, je l'ai très mal vécu et du coup, je regardais que des vidéos de chats parce que ça me détendait. Et très rapidement, mon feed a été rempli de chats. Il y avait que des chats. Littéralement, mon monde, c'était des chats. Et à la rigueur, 2 ou 3 dauphins qui se battaient en duel. Je sais pas trop pourquoi ils étaient là. Mais en effet, il y a un côté consommation passive, voire enfermante. Et ça, c'est un problème qui va peut-être mener au communautarisme, à l'exacerbation des idéologies, pardon. En revanche, je trouve qu'il y a aussi un autre univers un peu parallèle, notamment sur TikTok. On parlait du fait que sur TikTok, il y a un algorithme qui ne suit pas du tout les mêmes critères que les autres et qui permet de potentiellement percer sans avoir une audience large, etc. Je trouve qu'il y a aussi un côté très participatif et proactif sur TikTok, qui est notamment les challenges ou les trends, où on va avoir un référentiel commun, genre une chanson ou un geste à reproduire ou un défi, et que chaque utilisateur se l'approprie à sa sauce. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est le truc qui n'est pas passif et qui n'est pas dans la consommation homogénéisée et streamlinée du contenu. Ceci étant dit, la tendance dominante, et je suis très curieuse d'avoir le point de vue de mes collègues, j'ai l'impression que c'est que les algorithmes vont avoir plutôt tendance à enfermer dans une typologie de contenu, dans une vision du monde, dans des opinions particulières, parce que c'est ce qui renforce l'engagement et parce que c'est ce qui marche et parce que l'objectif de l'algorithme est de nous présenter des choses qu'il anticipe qu'on va aimer et donc d'encourager une forme de normativité.
Oui, notamment, et vous mentionnez très bien les challenges sur TikTok avec notamment BookTok et ce qui est un peu, on fait allusion à cette pop culture. Justement, Michael, comment vous intégrez la dimension culturelle pour fédérer une communauté? Mais c'est assez important en fait. Nous, il n'y a pas une campagne, et quand je parle de nous, c'est tous nos confrères. On utilise énormément la pop culture, tu l'as cité. Donc, déjà, sur les réseaux sociaux, quand vous regardez des mèmes, ça reprend des personnages, les Star Wars, les Stranger Things, enfin, je ne sais pas ce que vous regardez, ce que vous aimez, mais finalement, la pop culture, c'est tout ce qui nous entoure. Et c'est repris par des stickers, par des filtres. On parlait de TikTok, donc au moment, je sais pas, de Halloween ou de Noël, tu en parlais tout à l'heure, on va pouvoir aller détourner des films cultes, des séries. Donc tout ça, ben, c'est communautaire. C'est ce que disait Noémie tout à l'heure. On a envie de partager, on a envie de faire partie d'une communauté. Donc là, par exemple, on travaille pour des jeux de société. Donc indirectement, bah, ils ont des licences avec des séries et des films très pop culture. Et on va chercher ces communautés. Par exemple, on a été chercher celle de Star Wars. Donc c'est sûr, c'est très, très, très inspirant. Et c'est comme ça que nous, les créatifs et tout le pôle social media va aller s'inspirer pour créer les campagnes, mais aussi à travers la communauté, la fédérer et l'engager. Parce qu'aujourd'hui, finalement, face à la passivité, oui, on peut faire du reach et on peut faire des ads et tu as de l'impression et tu es visible. Mais en fait, tout ça, pourquoi finalement, le nombre de fois qu'on récupère, on fait un audit de marque, et alors soit il n'y a pas beaucoup de likes et tu te rends compte que c'est des coups d'épée dans l'eau parce qu'ils font pas du tout de ads. Donc déjà, il y a une vraie question là-dessus. Mais après, ça n'engage pas. C'est-à-dire, si vous regardez les 3/4 des pages de marque, il n'y a pas une effervescence d'interaction communautaire là-dedans. Et finalement, qu'est-ce qui va les fédérer? C'est s'intéresser, comme disait Noémie tout à l'heure, faut s'intéresser à qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle a tous les jours, c'est quoi les trends, c'est quoi les clins d'œil du moment. Bon, il y a par exemple une grande marque de fast-food, pour ne pas la citer, qui joue très bien avec ces codes-là, et qui a d'ailleurs fédéré toute une communauté et qui arrive à chaque fois à prendre les clins d'œil. Donc, petite dédicace à Buzzman, un de mes confrères. Mais oui, les éléments de la culture urbaine, elles sont vitales, parce que vu que c'est un poumon de la société, on est obligé d'aller prendre ce qui nous inspire tous les jours dans les Netflix, dans les musiques, parce qu'on parlait séries, films ou art, street art et autres, mais aussi les musiques. TikTok sans la musique, si on reprend Musical.ly au départ, le nom, et les dance et les challenges, c'est que des musiques de pop culture qui sont utilisées finalement à travers des challenges pour embarquer tout le monde. Merci. Nous allons faire un bond dans le futur. Comme nous fêtons les 20 ans du CM, comment vous voyez les 20 ans suivantes du community management? Patrick, tu peux commencer en quelques phrases? Ouais, j'espère que je serai encore vivant, mais surtout. Mais en fait, alors ouais, c'est ce qu'on tu disais tout à l'heure, c'est aussi, l'exercice est toujours compliqué. On sait qu'on va se planter. Par exemple, chaque année, il y a beaucoup de gens qui disent que le social selling va énormément se développer. Chaque année, on le ressort, et en fait, c'est quelque chose qui est encore très difficile à mettre en place. Mais en tout cas, moi, forcément, on est forcément aujourd'hui encore déjà tous impactés par l'IA dans nos jobs, dans la capacité à s'adresser donc à nos clients, à travailler avec les interactions. Et je pense qu'effectivement, au fur et à mesure, le community manager, il sera beaucoup plus dans la gestion de crise, dans le débunkage, parce qu'effectivement, de plus en plus, alors j'ai vu même que l'Élysée le fait en ce moment, en fait, dès qu'il y a une information, ils font des démentis en vidéo. Donc je pense que ça, c'est des choses qui vont vraiment se développer dans le community management, c'est avoir la capacité de démontrer que l'information qui est fausse, qui est très virale, vous devez apporter des éléments précis. Donc c'est vraiment une gestion de crise. Ça, je pense que c'est un point important dans les 20 ans qui viendront, parce que sinon, tous les jours, vous allez avoir des informations fausses sur votre marque qui vont être diffusées, et ça sera très, très difficile pour une personne d'aller contre ça. Donc, je pense que c'est un point important, et la gestion forcément de l'IA. Alors, on n'imagine pas encore, je pense, que tout ce qu'elle permettra d'accéder avec les lunettes ou les choses comme ça, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment ces deux points-là qu'il faudra retenir dans 20 ans, et j'espère que cette vidéo existera encore pour me dire l'inverse. Oui. Et vous, Noémie, comment voyez-vous l'évolution des écosystèmes sociaux dans les 20 ans à venir? Ouais, peut-être justement en complément à cette vision sur l'IA qui en effet risque de pas mal changer la donne quand on sait que ChatGPT n'existait pas il y a 4 ans, quoi.
Donc, comment se projeter dans les 20 prochaines années, ça devient complexe et les cycles sont courts. Mais en tout cas, ce que je vois énormément par le biais des entreprises avec lesquelles je travaille et même de tout ce que j'observe sur les communautés, c'est en réponse justement à cette prolifération des vérités parallèles qui peuvent totalement coexister en toute détente sans se croiser en ligne. C'est un besoin, une demande pour un retour au présentiel, à l'humain et notamment au territoire. Et je vois beaucoup les stratégies d'entreprises qui vont se ramifier et s'exploser entre guillemets en plein de petits groupes avec une animation globale et une stratégie de marque peut-être gérée à des clients nationaux, mais aussi des antennes locales très actives avec des ambassadeurs, avec des événements, etc., qui vont pouvoir prendre en compte la diversité des singularités régionales, territoriales. Euh, et c'est un truc assez intéressant, cette dualité dans le modèle qui va prendre en compte les spécificités des territoires, des régions, des villes dans lesquelles la marque est présente et établie, et pas forcément animée du coup par le biais de salariés de la marque, mais plutôt par des membres de sa communauté qui vivent dans ces villes, qui vivent dans ces régions et qui sont attachés à la marque d'une manière ou d'une autre. Et puis après, justement, un truc que je trouve assez rigolo, qui va dans cette veine aussi de un retour à l'humain, au temps court, non, pardon, au temps long plutôt, et au territoire, c'est des réseaux sociaux territoriaux. Dans le Vermont, il y a un réseau social qui s'appelle Only Vermont, je sais pas comment ça prononce, qui est donc réservé aux habitants de l'État, qui vont se partager des bonnes affaires, des nouvelles, des choses comme ça. Et il y a un réseau là dont tout le monde parle qui vient de sortir qui s'appelle 739. C'est un réseau social qui est ouvert que de 19h39 à 22h39. Donc des petites choses comme ça parce que donc ils considèrent que c'est mieux quand tout le monde est en ligne au même moment parce que du coup les échanges sont beaucoup plus intentionnels, etc. Et le reste du temps, on va vivre sa vie en présentiel IRL comme on dit chez nous. Et tout ça, c'est pour moi des choses qui montrent qu'il y a peut-être une saturation sur la manière dont les réseaux sociaux existent aujourd'hui et qui vont être amenés à se repenser en réponse à l'intelligence artificielle notamment et à ce flux continu d'infos et de contenus auquel on est exposé en ligne. Super, merci. Michael, tu fais gagner 2 livres apparemment, donc à la fin. Donc nous allons du coup, c'est Jean-Yves qui explique comment on explique cette mécanique. Est-ce que tu peux venir expliquer? Alors, c'est super simple. En fait, c'est super simple. J'explique aussi